Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Il y a 80 ans, la victoire sur le fascisme a ouvert la voie à la création de l'ONU, établissant les bases de l'ordre international d'après-guerre. Comment cet héritage doit-il évoluer pour répondre aux défis actuels et construire un avenir plus inclusif et durable? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui par visioconférence depuis Paris, Monsieur Augustin Hall, professeur émérite à l'Université de Xiamen et consultant de l'UNESCO, et Monsieur Sébastien Drochon, chercheur à l'Institut Schiller. Bonjour à tous les deux depuis Paris. Et sur notre plateau, Monsieur Wu Zexian, commentateur de CGTN français, et aussi Madame Zhong Huawei, doyen adjointe de l'Institut des études sur les aires culturelles de l'Université de Nanjing, ancienne première secrétaire de la délégation permanente de la République populaire de Chine auprès de l'UNESCO. Et Madame Zhong a participé à notre émission par enregistrer sa réponse sur des vidéos et on va l'écouter pendant notre émission. Alors, merci en tout cas d'avoir participé. Et je voudrais commencer par Monsieur Drochon. On voit que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va naître les principes comme souveraineté égale ou de sécurité collective. Et aujourd'hui, comment faut-il préserver ce genre de consensus pour qu'il ne soit pas érodé par la politique du plus fort? Eh bien, merci en tout cas pour cette invitation. Je crois que ces valeurs-là, en réalité, elles perdurent aujourd'hui parce que on est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sous le risque d'une troisième guerre mondiale, et que pour éviter une troisième guerre mondiale aujourd'hui, qui serait, si elle était aujourd'hui nucléaire, ce serait l'impensable. Donc aujourd'hui, vous avez ces principes qui sont inhérents à la fondation de l'ONU, qui se maintiennent difficilement, mais qui se maintiennent. Ces valeurs d'égalité et surtout de sécurité globale. Mais elles font face, si vous voulez, à une notion différente, une notion qui est celle de la loi du plus fort, qui est une notion plutôt néocoloniale, impérialiste, qui domine aujourd'hui la politique occidentale principalement, et qui met à mal cette idée universelle, ces principes universels de loi naturelle, d'intérêt général et d'intérêt mutuel qui vient bien au-delà des nations et bien au-delà des individus. Donc pour les préserver, il faut qu'on revienne, si vous voulez, à ces fondements universels qui font que nous sommes déjà une humanité une. C'est la base, avec des différences culturelles, des différences historiques, économiques, mais l'idée que cette unité de l'humanité, ces intérêts communs de l'humanité puissent être défendus, puisque en tant qu'être humain, on a cette capacité de développer des nouvelles ressources et de les partager, de faire en sorte que chaque pays dans ce monde puisse vivre dignement et que chacun puisse défendre l'intérêt de l'autre. C'est cette idée d'intérêt d'autrui. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent à l'Europe, au monde occidental, mais aussi à la culture chinoise et à toute autre culture dans le monde. Donc, il faut qu'on ait une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel qui assure la souveraineté et le respect de la souveraineté de chaque pays, mais pas pour s'opposer à la guerre ou contre la guerre, mais pour bâtir la paix. Ça, c'est véritablement l'enjeu. C'est d'un principe positif qu'il faut que l'on puisse permettre, par ce principe positif, qu'on permettra à ces valeurs de se maintenir. Il ne faut pas qu'elles se maintiennent par défaut. Ça, c'est très inspirant. Et vous, Monsieur Wu, qu'en pensez-vous? Évidemment, il faut que tous les pays aient pris de paix et de justice dans ce monde fassent preuve de solidarité pour dire non en bloc à toute forme de l'hégémonisme, de l'unilatéralisme, de la loi, de la jungle. Et pour ceci, je pense que les pays épris de paix et de justice doivent multiplier davantage leurs contacts, procéder à des échanges de leur point de vue, coordonner leurs positions, dégager plus de consensus pour pouvoir parler d'une seule voix, c'est-à-dire dire en bloc non
à la loi de la jungle. Voilà. Je crois que ça c'est important. La Chine reçoit régulièrement des dirigeants étrangers. Voilà. Nos dirigeants visitent aussi les autres pays. Et à part les échanges du plus haut niveau, il existe d'autres contacts réguliers aux différents niveaux. Par exemple, récemment, la nouvelle édition du dialogue stratégique entre la Chine et la France a eu lieu à Pékin. Voilà. Bon. Mais c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres mécanismes de concertation qui existent entre la Chine et les autres pays. C'est un exemple pour dire que la communauté internationale doit faire preuve de sagesse, renforcer la solidarité pour dire non, voilà, à toute cette tendance qu'on constate depuis un certain temps, plus visible, cette tendance plus visible, voilà, justement, à la loi du plus fort. Voilà. Au protectionnisme, il y a eu des augmentations tarifaires, la guerre tarifaire contre la Chine, tellement exagérées que ça tourne au fond au ridicule. Donc face à tout ça, il faut dire stop. Là, je voudrais tourner vers M. Hall pour un autre angle sur cette question. On voit que récemment, il y a cette réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes qui ont eu lieu en Chine, à Pékin. Et en tant qu'anthropologue et conseiller de l'UNESCO, comment, selon vous, on peut dépasser les cadres politiques traditionnels et de faire intégrer davantage les femmes qu'on veut qu'elles deviennent plus les co-constructeurs du système de gouvernance mondiale. Les femmes constituent plus de la moitié de l'humanité. Et donc, il semble vraiment absurde qu'on continue à essayer de parler de leur place dans le développement socio-culturel des collectivités humaines. C'est une question qui ne devrait même pas se poser. Mais elle se pose parce que il y a des traditions différentes dans différentes parties du monde et essayer de donner aux femmes leur juste place dans les sociétés et dans la fabrication du futur de l'humanité est un véritable impératif. Le tout, c'est d'éviter une situation dans laquelle un modèle est imposé au reste de l'humanité. Donc, il faut dire qu'il y a plusieurs pistes à suivre, mais ce serait par exemple à travail égal, salaire égal, et à responsabilité égale, privilèges égaux, et surtout ouvrir l'espace public à toutes les personnes intéressées sans considération de genre. Et donc, il est absolument important de mobiliser les ressources cognitives, intellectuelles et participatives de plus de la moitié de l'humanité pour arriver à un développement soutenu et continu de l'humanité. Et là, je voudrais inviter Madame Zhong Hawei, qui a travaillé pendant longtemps à l'UNESCO. Et la question pour elle, c'est quel rôle a joué une institution comme l'UNESCO pour pousser le grand public à renforcer le rempart de la paix dans un contexte où il y a un manque de confiance générale dans le monde. Et on va écouter sa réponse. Construction de la paix est non seulement la mission partagée du système de l'ONU, mais aussi celle de chaque organisation, chaque agence et chaque programme de l'ONU, tel que l'UNESCO. La préface de la Constitution de l'UNESCO stipule que la paix durable ne peut se fonder uniquement sur des accords politiques et économiques, mais doit être établie sur la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Il faut alors construire la défense de la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. C'est d'autant plus important et pertinent dans le contexte de crise de confiance aujourd'hui, pour l'UNESCO de promouvoir la paix en favorisant la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel et en combattant l'ignorance par l'éducation, la science, la culture, la communication et l'information. Par exemple, l'UNESCO se donne mission de préserver et protéger le patrimoine mondial pour cultiver
une conception du patrimoine de l'entière humanité. C'est ce que l'UNESCO a fait pour sauvegarder des temples d'Abu Simbel en Égypte dans les années 1960. C'est ce qu'elle a fait pour reconstruire le vieux pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine après sa destruction en 1993. Et c'est aussi ce que l'UNESCO a fait pour inscrire les tombeaux impériaux de Xixia de Chine cette année. Ces sites du patrimoine mondial ont une valeur de portée universelle, n'importe où ils se situent géographiquement. Cela permet de nourrir une responsabilité collective de la communauté internationale et de forger une culture de la paix. Voilà, merci pour sa réponse. Et du point de vue européen, Monsieur Drochon, quel est selon vous le défi le plus pressant auquel est confronté l'ordre mondial aujourd'hui? Je pense que l'ordre mondial aujourd'hui, le défi le plus pressant auquel il est confronté, c'est son propre effondrement. Je pense particulièrement en tant qu'Européen à l'ordre financier occidental. C'est un système parasite qui est bâti, comme l'a dit votre compatriote, sur cette idée de la loi de la jungle, de la loi du plus fort. C'est un système qui n'est pas basé sur la construction, le développement, et donc qui est aujourd'hui en train de s'effondrer sur lui-même en réalité, et tel un tigre blessé au pied du mur, fait face à quelque chose qui est en train d'émerger, qui est cette nouvelle conception portée par les BRICS, par l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est l'idée d'un système, on va dire, multilatéral, mais plus que cela, gagnant-gagnant, et qui n'est pas véritablement celui correspondant à la philosophie du système oligarchique que nous connaissons aujourd'hui, qui domine la géopolitique principalement occidentale. C'est une géopolitique de bloc où il faut qu'un dominant puisse exercer la loi sur les dominés. Alors, on pense souvent aux États-Unis, on brandit souvent les États-Unis, mais la petite anecdote, c'est que les États-Unis se sont fondés contre justement un empire, qui est l'Empire britannique, et qu'il y a une tradition aux États-Unis qui est celle de l'intérêt général et l'intérêt des peuples dans le monde. Il faut voir que l'Institut Schiller, au niveau international et aux États-Unis, se bat pour cette tradition américaine, des pères fondateurs américains, qui est basée sur l'humanisme et le caractère universel de chaque être humain, capable de bâtir une paix mutuelle. Ça, c'est véritablement le défi auquel est confronté le système actuel, et il faut donc justement s'inspirer en fait de ces idées universelles. Et par rapport à cela, écouter un peu plus ce que disent certains des dirigeants des pays des BRICS, et je pense particulièrement à ce qu'avait dit Vladimir Poutine à un des grands sommets l'année dernière, peut-être cette année, où il avait élaboré l'idée d'un monde polyphonique. Pas seulement un multilatéralisme où chacun essaye de cohabiter par défaut avec les autres, mais qu'il y ait un objectif commun, comme chacun jouant son instrument, pour une symphonie supérieure, un intérêt commun de l'humanité. C'est un peu ce qui fait aussi résonance avec cette idée d'harmonie d'intérêts défendue par la Chine aujourd'hui, par Xi Jinping, et auquel devraient répondre les Européens et les États-Unis. Justement, je pense récemment en Chine, on voit ces 4 initiatives globales de la Chine sur la gouvernance mondiale a été évoquée, qui fait un peu écho à ce que dit Monsieur Drochon, qui porte sur le développement, la sécurité, la civilisation et la gouvernance. Et selon vous, Monsieur Wu Zetian, en cette occasion de 80e anniversaire, comment cette initiative peuvent-elles contribuer à la paix dans le monde et surtout pour revaloriser le rôle de l'ONU dans le monde? D'abord, ces 4 initiatives mondiales correspondent parfaitement à l'esprit des Nations Unies. Le développement en sécurité, promotion entre les différentes civilisations et la gouvernance mondiale. Bon, ça correspond exactement à l'esprit des Nations Unies. Et cela répond également aux aspirations fondamentales de tous les êtres humains, parce que le développement, c'est la solution fondamentale pour résoudre tout problème, finalement. Bon. Et puis la sécurité, c'est pour assurer la paix. La paix, c'est la condition préalable pour le développement.
Et puis, les échanges entre les différentes civilisations, c'est très important pour éviter des conflits. Voilà, c'est pour une coexistence harmonieuse entre les différents peuples qui ont des civilisations différentes. Mais ce n'est pas une raison de conflit. Au contraire, ça doit être une source d'enrichissement mutuel. C'est là l'idée du lancement de cette initiative. Et puis, gouvernance mondiale. C'est justement une bonne gouvernance mondiale qui manque aujourd'hui. Ce qu'on constate, comme je dis aujourd'hui, c'est une tendance plus accentuée à la loi de la jungle. Bon, donc il faut absolument établir une gouvernance mondiale basée sur l'équité, la justice, pour réaliser la promotion du développement, pour réaliser la paix dans ce monde. Alors, la Chine a beaucoup travaillé. Non seulement la Chine a lancé ses initiatives, mais aussi a beaucoup travaillé pour la mise en œuvre de ces initiatives. Un exemple, le mécanisme pour promouvoir le développement mondial, dans le cadre de l'initiative du développement mondial, a déjà réussi à mobiliser plus de 23 milliards de dollars pour soutenir plus de 1800 projets de coopération en faveur des pays en développement. C'est un exemple qui est très parlant, mais il y a beaucoup d'autres projets de coopération réalisés dans le cadre de ces initiatives, aussi bien pour le développement que pour la paix. Il faut savoir aussi que la Chine, c'est parmi les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, c'est le pays qui contribue le plus en nombre de casques bleus pour accomplir des missions de maintien de la paix. 17 casques bleus chinois ont donné leur vie au cours de ces missions. Et on parle beaucoup aujourd'hui d'inclusivité dans différentes occasions, dans des forums internationaux. Alors, Monsieur Hall, selon vous, comment on peut vraiment mettre l'inclusivité en action concrète ? La transformation de l'inclusivité du slogan à la réalité va demander des ressources énormes pour toutes les sociétés et pour la communauté les communautés nationales et internationales. Une des manières de procéder, c'est que toutes les nations aient une voix égale dans les institutions multilatérales. Et le respect de la diversité culturelle est au fondement même du respect des différents États dans les structures multilatérales. Et je pose cette question aussi à Madame Zhong Huawei et on va écouter sa réponse. Pour pratiquer l'esprit d'inclusivité, j'aimerais dire qu'il faut prendre la voie de dialogue entre les civilisations ou le dialogue interculturel. Concrètement, il faut respecter, apprécier et dialoguer. Pour être inclusif, le premier étape, c'est de respecter la différence et la diversité. On est d'accord pour ne pas être d'accord. Ensuite, il faut le dialogue, surtout entre les différentes cultures et les différentes civilisations, car à travers le dialogue, on apprend à comprendre l'autre et on apprend à comprendre l'autre d'une manière pacifique. Quand on se comprend d'une manière pacifique et avec tolérance, on se dialogue afin de respecter l'autre et on est content de voir la diversité, on arrive à être inclusif. Ce n'est pas une théorie pure, mais ce sont les pratiques quotidiennes dans les organisations multilatérales. On se débat, on vote parfois, mais on fait le mieux pour chercher le consensus et pour que toute voix est entendue. C'est comment j'enseigne nos étudiants et les guide à réfléchir aujourd'hui dans l'université de Nankin. C'est aussi pourquoi on a lancé un programme de master sur la Chine et les affaires globales, enseigné en anglais et orienté pour les étudiants internationaux. C'est pour favoriser la compréhension et l'amitié entre les jeunes et pour cultiver une compétence interculturelle au service de la paix. Alors, je voudrais tourner vers M. Drochon. Vous avez évoqué
beaucoup d'idées d'espoir, si je peux dire. Mais dans la réalisation de tout ça, et comment la Chine et l'Europe peuvent-ils travailler ensemble, selon vous? Alors ça c'est une très bonne question parce que le véritable défi pour la Chine et l'Europe, peut-être principalement pour l'Europe, mais pour le reste du monde, mais pour la Chine et l'Europe, c'est d'œuvrer ensemble pour le développement des pays du Sud global et particulièrement du développement de l'Afrique. C'est quelque chose qui se fait dans une certaine mesure avec différentes coopérations, mais le véritable défi, c'est le futur de l'Afrique. Non pas sous tutelle, mais au contraire créer les conditions pour que l'Afrique devienne le continent. Je dirais l'émancipation du Sud global et de l'Afrique, c'est le défi principalement de l'Europe et des pays occidentaux. Et ça, c'est quelque chose qui demande évidemment un changement complet de paradigme. Donc c'est quelque chose qui implique notamment une vision complètement différente du monde. Et dans une certaine mesure, c'est une politique qui doit être généralisée. Donc la Chine a cette volonté en fait de développer. Elle met en œuvre les moyens pour cela. Mais pour ce faire, elle a besoin de coopérer avec d'autres. Elle a besoin de le faire avec d'autres pays. Et l'Europe a un savoir-faire. Elle reste encore avec un savoir-faire. Elle a des industries. Et l'intérêt pour l'Europe, ce serait de mettre ces industries, son savoir-faire, au service de son développement, mais surtout du développement des pays qui le demandent et qui le veulent. Et ça, cette coopération, ça détermine un exemple, parce qu'après d'autres coopérations viendraient avec même d'autres pays comme les États-Unis. Dans l'idéal, ce serait tout à fait possible. Mais comment faire propasser ce développement de tous dans le cadre des Nations Unies, qui est un peu notre sujet d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut travailler ensemble? Je pense qu'il faut se baser sur la Charte des Nations Unies. Les principes de la Charte des Nations Unies établissent déjà tout ce qui permet en fait cette coopération. Dans le cadre des Nations Unies, c'est d'y inclure, je dirais, le volet économique. Ça, c'est quelque chose qui peut-être manque. Si vous voulez, ils doivent être un organisme non pas contre la guerre, mais vraiment pour bâtir la paix. C'est ce que je disais au départ. Et bâtir la paix, c'est d'avoir une vision à long terme et un projet positif, réel, physique au sens de l'activité de l'économie physique. Oui, ça c'est un point intéressant. C'est que la racine de lutter contre la guerre, c'est vraiment de bâtir la paix. En fait, c'est une logique un peu différente. L'origine de la paix, c'est le développement mutuel. Oui, c'est ça. Alors, pour un peu conclure, je voudrais demander à vous tous, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste dans la coopération internationale dans le futur? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour illustrer votre point de vue? Et je vais commencer par M. Hall. L'exemple le plus concret qui peut soutenir un certain optimisme pour le futur de l'humanité, c'est un peu la transition vers un monde multipolaire. Mais cette transition n'est pas le fait de la bonne volonté de tous, c'est une réaction à des rapports de domination qui ont incarné les rapports internationaux depuis, disons, plusieurs centaines d'années, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, il y a des possibilités d'optimisme, mais il faut pas que ce soit un optimisme naïf, parce que, au-delà des principes, c'est la réalité qui compte. Et Monsieur de Rochon, quel est votre avis? Moi, je suis extrêmement optimiste. Disons moins récent, mais quand même assez récent, c'est la construction du barrage de la Renaissance éthiopien, qui montre notamment cette capacité de coopération entre la Chine et des pays européens, puisque l'Italie a été impliquée dans la construction de ce barrage, et même la France indirectement, puisque certaines turbines sont de conception française. Donc ça, c'est un exemple, parce que c'est un barrage qui fournira de l'électricité à l'Éthiopie et lui permettra d'être autonome au niveau énergétique et même de vendre de l'électricité si possible. Ça nous donne de l'espoir en tout cas. Et Monsieur Ouzazian, quel est votre avis? Moi aussi, je suis très optimiste. À partir de la Chine, en tant que Chinois, je vois la nette montée en puissance des pays du Sud global.
parce que je suis étroitement la coopération entre la Chine avec tous les pays du monde, spécifiquement avec les pays en développement. Premier exemple, la coopération Chine-Afrique. Vous savez, il y a le forum de coopération Chine-Afrique, c'est un mécanisme de coopération très efficace. L'année dernière, il y a eu la 9e conférence ministérielle de ce forum, en même temps 4e sommet. Il y a eu tous les dirigeants africains réunis à Pékin. J'ai eu l'honneur d'assister à la cérémonie d'ouverture. Toute l'équipe dirigeante chinoise, plus tous les dirigeants africains étaient réunis à cette occasion pour parler de la coopération. Et cette coopération entre la Chine et l'Afrique est très très efficace. Beaucoup de projets d'infrastructures ont été réalisés, des parcs industriels, des zones économiques ont été réalisées en Afrique, dans le cadre de coopération entre la Chine et l'Afrique. Beaucoup de projets industriels, projets agricoles, des projets visant la lutte contre la pauvreté. Tous ces projets ont été réalisés ou en cours de réalisation, et il y aura d'autres projets qui vont être définis toujours dans ce cas. C'est un exemple très illustratif. Et il existe d'autres plateformes du même genre. Il y a aussi le Forum de coopération Chine-Amérique latine, Chine-Monde arabe. Il y a aussi une coopération fructueuse entre la Chine et les pays du sud-est asiatique, l'ASEAN. On a même créé une zone de libre-échange commercial, couvrant la Chine et les pays de l'ASEAN. Il y a aussi d'autres plateformes comme l'Organisation de coopération de Shanghai. Et surtout, il y a aussi une initiative très connue, c'est la ceinture et la route. Là aussi, ça ne concerne pas uniquement les pays en développement. Dans le cadre de coopération ceinture et route, je vais vous donner un exemple, c'est le train de fret reliant la Chine et l'Europe. Ce train, en 2011, a été démarré avec 17 trains pour toute l'année 2011. Mais l'année dernière, c'est plus de 19 000 trains qui ont fait le va-et-vient entre la Chine et l'Europe, avec des marchandises bien chargées dans ces trains pour aller et pour le retour. Ce sont des exemples qui montrent que malgré tous ces défis auxquels on doit relever, il y a beaucoup d'efforts qui ont abouti à des résultats tout à fait positifs et encourageants. C'est pour ça que je suis très confiant et je suis tout à fait optimiste. Alors, je vous remercie tous de nous avoir donné beaucoup d'espoir, en tout cas. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.